Donc, je continue. Hein. Donc, je continue. On a dit qu'on a certaines nappes en leur série dévonienne formées par des turbidites et des calciturbidites et affectées par une déformation iovarisque. Donc, cette déformation iovarisque qu'on trouve dans les gomarides nous rappelle des mêmes déformations qu'on a trouvées dans la Mesta orientale. Donc, on a une certaine analogie entre les gomarides, la phase hercynienne au niveau des gomarides et la phase hercynienne au niveau de Meseta orientale. La dorsale calcaire. Donc, la dorsale calcaire, elle est dépourvue de son socle paléozoïque. On ne trouve pas du socle paléozoïque au niveau de la dorsale calcaire. L'une de ces unités externes, telles que l'hémorracine, est affectée par un faible métamorphique alpin. Donc, l'unité externe dans une unité externe de la dorsale, on a trouvé un métamorphisme alpin qui nous rappelle un métamorphisme qu'on a trouvé dans les sibtites. La dorsale calcaire interne montre des calcaires de lias qui ressemblent à ceux de certaines nappes gomarides. Donc, la dorsale interne, elle a une certaine affinité avec les gomarides et la dorsale externe, elle a une certaine affinité, surtout sur le plan métamorphique alpin, avec les sibtites. Donc, comme conclusion, les sibtites supérieures pourraient être donc le substratum de la dorsale externe. Parce que ici, on a dit que la dorsale externe ici, qui présente une affinité avec le métamorphisme alpin qu'on trouve dans les sibtites. Donc, les sibtites supérieures pourraient être donc le substratum de la dorsale externe. C'est-à-dire lors du dépôt de la dorsale externe, elle a été mise en contact avec les sibtites qui sont encore chaudes et c'est pour cela qu'on a trouvé ce métamorphisme alpin dans la dorsale externe. Par contre, les gomarides pourraient être donc le substratum de la dorsale interne. Parce que ici, vous voyez la dorsale calcaire interne montre des calcaires de lias qui ressemblent à certaines nappes gomarides. C'est pour cela qu'on a dit que le gomaride pourrait être donc le substratum de la dorsale interne. Donc, ces différentes données permettent de tirer les 4 conclusions suivantes en relation avec la paléogéographie du rift interne. Donc, à partir de ces conclusions qu'on a tirées, on peut dresser la paléogéographie du rift interne. Donc, les nappes gomarides auraient constitué avec les sibtites supérieures la couverture paléozoïque des sibtites inférieures. La dorsale calcaire interne aurait constitué la couverture secondaire et tertiaire de certaines nappes gomarides. La dorsale calcaire externe aurait constitué la couverture secondaire et tertiaire des unités Federico, c'est-à-dire les sibtites supérieures. Et les nappes gomarides appartenaient à une microplaque située au paléozoïque supérieur dans le prolongement oriental de la meseta hercynienne marocaine. Donc voilà le schéma qui montre tout ça. Vous avez un substratum en bas précambrien sur lequel vient les sibtites, le substratum. Vous avez les sibtites inférieurs en bas qui constituent le substratum des gomarides et des sibtites supérieurs. Voilà, des sibtites supérieurs. Ici, on a dit que les gomarides contiennent des conglomérats qui contiennent du matériel, du micaschiste qui vient des sibtites inférieurs. Donc, c'est pour cela qu'on a mis les gomarides au-dessus des sibtites inférieurs. Et puis, d'après ces différentes conclusions, on a mis la dorsale calcaire externe au-dessus du sibtite supérieur, la dorsale calcaire interne au-dessus du gomaride, mais on a une certaine corrélation entre les gomarides et la dorsale calcaire interne. Donc voilà, voilà la géométrie ou bien la paléogéographie du rift interne. Vous pouvez voir l'épaisseur ici est plus importante au niveau de la dorsale calcaire externe par rapport à la dorsale calcaire interne et les gomarides. Donc la subsidence et la profondeur, c'est vers la dorsale calcaire externe. Il faut renverser le schéma pour voir la paléogéographie. Ici, c'est une coupe, hein, mais dans la réalité, ici, c'est plus profonde que celle-là. Oui,
partie du trias inférieur et la partie du trias supérieur qui est entre le dorsal et les gomarides et les septiques. Voilà. Ici, c'est la couverture. Ici, c'est la couverture du gomaride. Ici, c'est la couverture du septique. OK? Ils Oui, n'ont la pas le même même chose format? ici. On a dit, si vous revenez dans le diapositive précédent, on a dit que les septites ne dépassent pas le trias supérieur ici. Donc, ça fait partie du septite ici. Mais ce trias supérieur, pourquoi c'est le substratum de la dorsale calcaire externe? Parce que c'est une semelle. Dans les nappes, on trouve toujours parce que le trias supérieur, elle est gypseuse, elle est vaporitique, qui favorise le décollement. On les trouve entre les deux. OK? Donc, c'est pour cela le trias supérieur constitue la couverture des septites. Vous pouvez voir le diapositive précédent pour voir que le trias supérieur fait partie de la couverture supérieure des septites supérieures. OK? Ici, c'est la dorsale calcaire interne et la dorsale externe et la dorsale calcaire interne. Et en parallèle vient les gomarides. Hein. Les gomarides commencent depuis les septites jusqu'à calcaire. Toute la série ici. Et donc, les gomarides se corrèlent avec la dorsale calcaire interne. Voilà. Donc, ça, c'est le même âge. C'est le lias. Donc, les gomarides, ici, les gomarides supérieures, si on veut l'appeler comme ça, elles se corrèlent au lias avec la dorsale calcaire interne. Donc, une marge continentale continue donc au lias, proximale pour les gomarides et la dorsale calcaire interne et distale pour la dorsale calcaire externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dorsale calcaire externe, ça se trouve dans la zone profonde. C'est pour cela qu'on parle de distale. Zone distale, c'est-à-dire très loin vers le large, vers la profondeur. Et la dorsale calcaire interne, ça se trouve dans la zone proximale, c'est-à-dire vers le continent. La même chose pour les gomarides. Dans le schéma, on peut voir ça clairement. Donc voilà, on passe à la paléogéographie des nappes des Flysch. Oui. Monsieur, les gomarides, ils commencent au paléozoïque inférieur ou bien supérieur? Les gomarides commencent à l'Ordovicien. À l'Ordovicien. Oui. L'Ordovicien, c'est l'Orient, on n'a pas de Cambrien. Et l'Ordovicien fait partie du paléozoïque. Jusqu'à l'IAS, monsieur. OK. D'accord. Donc, pour la paléogéographie des nappes de Flysch, donc c'est la troisième partie. On a parlé de la paléogéographie des nappes du riff externe. On a parlé de la paléogéographie du riff interne. Puis, la dernière partie, c'est la paléogéographie des nappes de Flysch. Donc, plusieurs hypothèses. Ici, on n'a pas une seule hypothèse. Hein. Vous voyez que le riff interne et externe, on a posé une seule hypothèse. Ici, on a plusieurs hypothèses. Parce que les auteurs qui ont travaillé sur ces zones ont vu la paléogéographie d'une manière différente. Donc, plusieurs hypothèses ont été mises pour expliquer la paléogéographie des nappes de Flysch. Les dépôts de ces nappes se sont sédimentés dans une mer profonde sur une croûte océanique développée à la fin du Jurassique. Donc, deux critères importants pour les nappes de Flysch. La sédimentation est profonde, ce sont des dépôts répétitifs distales ou bien distaux dans les zones profondes. En plus, on trouve des lambeaux de croûte océanique. Donc, on a deux critères qui nous laissent à imaginer cette paléogéographie. Donc, on a la première hypothèse qu'on appelle l'hypothèse ultra. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette hypothèse ultra, elle a été décrite par M. Durand-Delga et Matauer en 1960. Donc, cette hypothèse considère que les Flysch, les nappes telles que Meloussa, Tizirine, Bnider, bien sûr, la nappe némidienne et le prédorsalien, ces nappes-là qu'on a décrites avant en détail.
Donc, ce serait déposé dans un bassin profond. Donc, on est sûr que ces nappes sont déposées dans un bassin profond, sont des nappes de flysch, des turbidites. OK? Donc, dans un bassin profond océanique situé au nord du domaine interne Rifo-Kabyle. C'est-à-dire, M. Derondelga et Matauer supposent que ces nappes de flysch sont déposées au nord du rift interne. Dans le rift interne, Kabyle, c'est-à-dire Kabyle, c'est le prolongement du rift interne dans l'Algérie. Hein. Donc, bassin plus interne que le domaine interne. Donc, il est plus interne que la partie interne du rift, c'est-à-dire au nord des zones internes, au nord des subtiles. OK, donc ils sont plus internes. C'est pour cela qu'on l'appelle ultra, c'est-à-dire ultra interne. C'est plus loin que le rift interne. Donc voilà, ici le schéma va vous expliquer tout. Ça ici, c'est la dorsale calcaire. Donc c'est le rift interne ici. Et ces nappes de flysch sont déposées au nord de cette zone interne, ici. Le sillon se trouve ici. Donc, au cours du serrage, lorsqu'ils sont déposés là, voilà. Donc, voilà, ici, on suppose qu'on a une ride. Donc, c'est le domaine interne. Et ici, se sont déposées les nappes de flysch dans cette zone-là. C'est un sillon interne, c'est-à-dire au nord de la zone interne du rift. Donc, au cours du serrage et du charriage alpin, les nappes de flysch se seraient déplacées vers le sud en passant par-dessus le rift interne. Donc, au cours du serrage, ces nappes vont se déplacer au-dessus du rift interne et passer vers cette zone-là. Cette zone-là où on les trouve actuellement, bien sûr. Donc voilà, ça c'est l'hypothèse ultra. Pourquoi elles ont dit ça? Pourquoi elles pensent que ce sillon se trouve au nord du rift interne? On a un argument qui leur pousse à penser de cette manière. Donc voilà, au cours du serrage alpin, les nappes de flysch seraient déplacées vers le sud en passant par-dessus le rift interne et se déposer sur le sillon externe. Ici, se dépose dans le sillon externe. Donc voilà le sillon ultra et se dépose dans le sillon externe ici. Donc parmi les arguments de cette hypothèse, la présence des lambeaux de Jbel Zemzem. Regardez dans la carte ici, Jbel Zemzem, où il se trouve. Il se trouve au-dessus des Gomarides. Vous pouvez le voir ici dans la carte à gauche. Est-ce que vous le voyez? Oui, monsieur. Donc ici, Jbel Zemzem, vous pouvez le voir dans la carte. Ici. Donc c'est ce lambeau-là qui a poussé Derondelga et Matauer à penser que les rides viennent d'un sillon au nord ici. Et lors de serrage, ces nappes sont passées au-dessus du rift interne et sont déposées au sud du rift interne. Pourquoi? Parce que ce lambeau de Zemzem, c'est un élément de la nappe numidienne. Donc, il contient une nappe numidienne, il est formé par une nappe numidienne avec une semelle formée par les flysch de Bni Yidder. Donc, voilà, c'est un morceau de nappe de flysch. Bni Yidder posé sur les nappes goumarides du rift interne. Voilà, vous le voyez qu'il est posé au-dessus des nappes goumarides du rift interne. Donc, le Jbel Zemzem aurait été abandonné sur les Gomarides lors du passage des flysch par-dessus rift interne. Donc, puisqu'on trouve ici un lambeau des nappes de flysch, ça veut dire que le sillon était là lors de serrage. Ces nappes sont passées au-dessus des rift internes et sont déposées dans le sillon. Et on a un petit lambeau ici qui est resté, c'est le lambeau de Jbel Zemzem, le témoin de ce passage. Donc voilà un décollement ici. Et les nappes de flysch passent au-dessus du rift interne et sont déposées dans ce sillon qu'on trouve ici, dans cette carte
de gauche sont déposées dans cette zone-là. Elles sont passées de là à là. Et elles ont laissé comme trace le lambeau de Jbel Zemzem. Donc voilà, vous pouvez voir ici le lambeau de Jbel Zemzem. Ici, vous pouvez un décollement généralisé au niveau du trias du matériel sédimentaire du sillon externe. Donc ici, on a un décollement qu'on trouve actuellement comme sous forme de nappe ici, au niveau du trias, parce que le trias est gypsifère, elle facilite le décollement des nappes. Nappes de Sanhaja d'origine profonde. Donc deux les nappes de Sanhaja sont décollées du bas et sont venues ici. Donc d'origine profonde, peuvent venir du sillon interne. Donc voilà, nappe de Sanhaja, ici c'est le sillon, et là, vous pouvez voir le lambeau de Jbel Zemzem. C'est la preuve de cette hypothèse ultra. Ils sont basés sur ce lambeau de Jbel Zemzem. Donc voilà, décollement. Maintenant, je passe à la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse infra. L'hypothèse infra, c'est Derondelga qui a mis cette hypothèse en 1963, et selon laquelle le sillon d'Iflich était la marge continentale africaine entre l'actuelle rive externe et la dorsale calcaire. Donc, de son modèle-là, dans cette hypothèse, le rive, le sillon des nappes de Flich se trouve presque à sa place actuelle. Il n'a pas subi ce charriage et ce décollement du nord vers le sud. Il est juste dans sa place. Voilà, le rive entre le rive externe et la dorsale calcaire. Voilà, ici c'est le rive externe, ici c'est la dorsale calcaire, et ici se trouvent les nappes de Flich qui sont déposées à leur place. Il explique la position interne de lambeau de Jbel Zemzem parce que c'est le lambeau de Jbel Zemzem qui a créé des problèmes. Donc comment il explique ça? Il explique par des phénomènes de rétrocharriage. Donc lors de serrage alpin, Miocène supérieur surtout, on a un rétrocharriage, c'est-à-dire le matériel c'est passé de là et un rétrocharriage vers l'arrière et on a déposé Jbel Zemzem dans cette zone du Goumarit. Donc, elle explique, Derondelga explique ce phénomène par le rétrocharriage. Donc, voilà, lors du serrage alpin, une partie du socle du sillon externe aurait disparu par scission. Bien sûr, cette partie, lors du serrage, elle va disparaître, elle va partir en bas et disparaître. Mais une partie va subir un rétrocharriage, comme Jbel Zemzem, qui va se déposer ici. Donc, cette disparition, on l'appelle scission ou sous-charriage. Et les nappes de Flich se sont déplacées vers le sud sur le rive externe et vers le nord sur les nappes Goumari. Donc, une partie va se déplacer vers le sud, ce qu'on trouve actuellement. Bien sûr, ces nappes-là, nappes de Tizirin, Bnider, bien sûr, voilà, le prédorsalien, les nappes nimidiennes. Donc, Chouemet, Miloussa, ainsi de suite. Donc, toutes ces nappes sont déplacées vers le sud. Mais une partie de Jbel Zemzem a subi un rétrocharriage et s'est déplacée vers le nord, s'est déposée au-dessus du Goumarid, comme on l'a vu dans la carte. Donc, ça, c'est le deuxième modèle, ou bien deuxième hypothèse de Derondelga qui s'appelle l'hypothèse infra. Donc, vous avez deux hypothèses. L'hypothèse ultra, ça veut dire que le sillon était au nord du rift interne, et l'hypothèse infra, le sillon était au sud du rift interne. Et le déplacement ici, c'est par rétrocharriage. Voilà, c'est le domaine interne. Ici, c'est les Flich, le sillon des Flich ici, et le sillon externe. Voilà, le début de serrage, apparition de faille inverse, bien sûr, qui va faire un décollement et une scission. Voilà, une scission ici. C'est-à-dire un matériel va se déplacer vers l'intérieur. Peut-être elle va subir la fusion, quelque chose comme ça, mais elle va être avalée par ce serrage-là vers le bas et la partie supérieure va subir un déplacement vers le sud pour donner les nappes de Flich qu'on connaît actuellement, et vers le sud par rétrocharriage, et vers le nord par rétrocharriage pour déposer Jbel Zemzem. Donc voilà
la deuxième hypothèse. Donc, voilà, on va parler maintenant l'hypothèse infra et les arguments en sa faveur ont permis de proposer la paléogéographie pour toute la chaîne maghrébine. Donc, voilà cette hypothèse, c'est-à-dire la deuxième hypothèse. Elle a permis de proposer un modèle pour tout le Rif et la zone des Maghrébides, c'est-à-dire jusqu'à Algérie et Tunisie. Donc, voilà, nous avons la plaque Ibérie et Europe au nord, nous avons la plaque africaine au sud, la plaque Alcapica ou le bloc Alboran, c'est ça. Donc, vous voyez, on a deux sillons, le sillon nord ici et le sillon sud. Donc, le sillon d'Iflich serait un bassin océanique situé entre le domaine interne, micro-plaque Alboran au nord et la marge africaine au sud, domaine externe, ici. Donc, voilà le domaine d'Iflich selon l'hypothèse infra. Donc, ça se trouve entre la plaque d'Alboran et la plaque africaine. Donc, position du sillon d'Iflich. C'est l'hypothèse infra. Donc, des passages latéraux de faciès ont été mis en évidence entre ces trois domaines. Le prédorsalien, qui est une nappe d'Iflich actuellement toujours décollée de la dorsale calcaire. Donc, au-dessus de ce sillon de Flich, on a déposé le prédorsalien. Et qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce prédorsalien? Les nappes prédorsaliennes, elles ont une affinité ou bien une similitude avec la dorsale calcaire. Donc, elles présentent des affinités avec la dorsale calcaire qui se trouve ici dans le bloc d'Alboran, c'est-à-dire le domaine interne ici. Donc, ce prédorsalien, il était au cours de son dépôt, il était très proche de la dorsale, puisqu'on trouve les mêmes faciès. On a une similitude de faciès. Donc, il présente des faciès qui rappellent à la fois de la dorsale calcaire et les nappes de Flich numidiennes et mauritaniennes. Donc, du côté nord, elle se rapproche de la dorsale et du côté sud, elle se rapproche des Flich numidiennes et mauritaniennes. Donc, elle était déposée d'une manière c'est-à-dire corrélative latéralement. On peut corréler les faciès latéralement entre les Flich numidiens et mauritaniens au sud. C'est Flich mauritaniens, surtout la nappe de Bni Yedder. Je ne parle pas de la nappe de Tizirine, surtout la nappe de Bni Yedder. Et les Flich numidiens. Ces deux nappes présentent une similitude avec la dorsale calcaire. Et la dorsale calcaire présente une similitude avec le prédorsalien, pardon, et la dorsale et le prédorsalien présentent une similitude avec la dorsale. Les Flich massiliens, Melloussa bien sûr, quant à eux, montrent des faciès crétacés semblables à ceux des unités intrarifères de Ktiama et Tangi. Donc, vers le sud, normalement, ces nappes de Melloussa, qui sont déposées toujours, bien sûr, toujours déposées dans le sillon, elles présentent plutôt des similitudes avec l'unité, l'intrarif, c'est-à-dire le rif externe, et plus précisément l'intrarif. Elles présentent des similitudes avec les nappes de Ktiama et Tanger. Ktiama et Tanger. C'est l'intrarif. Donc, vous voyez qu'on a une continuité dans le faciès depuis la dorsale calcaire jusqu'à l'intrarif, jusqu'à une unité de Ktiama et Tanger. Donc, ce sont des schistes, des fliches schisto-quartzitiques du Crétacé inférieur et phtanistes cénomano-tyroniens. Et voilà une autre position du sillon du Flich, hypothèse ultra. Ici, pour l'hypothèse ultra, elle le dépose ici. Mais surtout, c'est l'hypothèse infra qui tient encore plus. Hein, donc, c'est l'hypothèse la plus argumentée et plus récente que l'hypothèse ultra. Donc, la paléogéographie du Rif en coupe. Donc, voilà, d'après toutes ces données-là, on peut tracer la paléogéographie du Rif. Donc, voilà le prédorsalien. Regardez, il est très proche de la dorsale calcaire.
Si c'est la dorsale calcaire, et à côté, le prédorsal. C'est pour cela qu'elle présente des affinités avec la dorsale calcaire. Et de l'autre côté, elle présente des affinités avec les nappes mauritaniennes, de ce côté. Puis, les nappes massiliennes, qui présentent des affinités avec l'intrarif. Donc, qui présentent des affinités avec l'intrarif. Voilà, l'intrarif, unité de Ktema et Tanger. Donc, voilà la paléogéographie de ces nappes de Flichat, l'un à côté de l'autre. Se sont déposés les uns à côté des autres en se basant sur le faciès. Et on a vu que cette partie présente des affinités avec la dorsale et cette partie, elle est présente, c'est-à-dire les nappes massiliennes présentent des affinités avec l'unité de Tanger et de Ktema. Donc, on peut les mettre l'un à côté de l'autre de cette manière-là. Et bien sûr, ici, c'est Al-Kapika, le bloc d'Alboran. Vous voyez ici les périodotites de Bni Bozra dans les subtiles et les périodotites de Bni Melk dans ce sillon-là. Parce qu'on a dit que la titis présente deux branches. Une branche nord, ici, entre l'intrarif et le mésorif, entre les nappes de Flich, ici, et le rif externe, l'intrarif surtout. Donc, maintenant, mégastructure de la chaîne biticurifane, le modèle géodynamique. C'est la dernière partie. Donc, je vais arrêter 2 minutes pour reprendre. Essayez de rester en contact, s'il vous plaît. Donc, c'est la dernière partie qu'on va traiter et on va terminer. Bon, monsieur.